Les représentants de France TV Slash sont auditionnés par les députés. Pour suivre ces auditions au cœur des institutions, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la. Bonsoir. Merci d'être là. On va être un petit peu juste pour le temps, je vous cache pas. On va essayer de faire au mieux avec le rapporteur, mais on est un petit peu contraint également pour la fin de cette audition. On va faire au mieux. Donc, mes chers collègues, mais je crois que nous sommes les deux, nous voici réunis pour la dernière audition de cette journée. Alors, ça va nous permettre de vous entendre de nouveau. Alors, bien évidemment, vous avez déjà été auditionné une première fois le 12 février. Mais nous avions, comme vous le savez, on avait dû retourner dans l'hémicycle pour voter. On n'avait pas pu terminer du fait d'un sujet important. Alors cette audition avait dû être écourtée, comme je vous le dis. Nous vous remercions d'autant plus d'avoir bien voulu accepter une nouvelle audition. On va essayer d'être le plus rapide possible au niveau des questions, sachant qu'elles sont nombreuses. Alors je vais reprendre la partie un peu officielle. Donc juste rappeler Alexandre Dureux. Depuis 2024, vous êtes directeur délégué des programmes en charge des contenus jeunes publics. Tiffaine de Raguenel, vous êtes directrice des publics et de la stratégie éditoriale depuis 2020. Monsieur Paul Joalan, vous êtes l'actuel responsable de France TV Slash, et ce depuis le mois de mai 2024. C'est ça ? Voilà. Madame Alexandra Da Silva, vous êtes Social Media Manager de France TV Slash. Madame Amandine Roussel, depuis 2023, vous êtes directrice de la plateforme digitale et streaming Oku Slash au sein des antennes de France Télévisions. Et enfin, Madame Diane Saint-Riquier, vous êtes une ancienne chargée d'émission sur France TV Flash et vous êtes la créatrice du site www.sexysouci.fr où vous répondez aux questions des internautes sur la sexualité, les identités et la santé sexuelle. C'est bien ça ? Alors avant que les échanges ne puissent reprendre, je vais vous demander une nouvelle fois de déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter chacun d'abord à jurer, et ensuite, si vous êtes touché par ce sujet, de déclarer tout intérêt en la matière. Merci. Je le jure. Je le jure. Rien à déclarer. Rien à déclarer, je le jure. Rien à déclarer, je le jure. Rien à déclarer non plus, je le jure. Rien à déclarer, je le jure. Rien à déclarer, je le jure. Je vais passer tout de suite la parole à monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames, merci Messieurs pour votre participation, d'être revenu aussi, parce que effectivement, Monsieur le Président l'expliquait, la dernière audition a dû être écourtée, donc merci pour votre disponibilité. J'essaie d'être le plus concis possible dans mes questions, je vous demandais aussi, parce que le temps nous est compté, d'être les plus concis possible dans vos réponses. Je voudrais vous poser une première question, parce que je sais que ça a interrogé nombre d'internautes sur l'audition qu'on a pu réaliser sur France TV Slash la dernière fois. Il y a un article du Parisien qui a été publié sur cette commission d'enquête intitulé « On essaie de tout imaginer, comment les stars de l'audiovisuel public se préparent à la commission d'enquête ». Et l'article du Parisien explique que les équipes de France Télévisions mobilisent beaucoup de moyens, beaucoup d'effectifs, beaucoup d'équipes pour préparer les personnes auditionnées à venir répondre à nos questions. On apprend dans cet article qu'on vous conseille de faire long, chiant, technique et lénifiant pour nous répondre, pour essayer de neutraliser un certain nombre de vos questions. Et dans les questions que j'ai pu vous poser dans cette première partie d'audition, beaucoup d'internautes se sont interrogés sur le fait que Madame Saint-Riquier, dans les questions que je vous posais, vous lisiez des textes, un certain nombre de papiers, comme si les questions avaient été préparées à l'avance, comme si France Télévisions avait anticipé les questions que j'aurais pu vous poser. Madame Saint-Riquier, est-ce que, d'une quelconque façon, on vous a transmis des questions que j'aurais pu vous poser, et pourquoi avoir lu des papiers lorsque je vous ai posé des questions, alors que, je le dis, je ne vous ai jamais rien envoyé, aucun élément, aucune question, je vous ai envoyé aucun élément, mais pourquoi avoir lu alors des papiers qui, semble-t-il, avaient été préparés ?
Je vous remercie pour votre question, monsieur le rapporteur. Je pense qu'une partie de la réponse réside dans la question, puisqu'effectivement, aucune question ne nous a été transmise, ni à moi, ni à France Télévisions. En revanche, on avait des petites idées de ce qui pouvait se passer. Moi, j'avais une petite idée des questions qui allaient être posées. Et effectivement, comme je comparais, c'est peut-être pas le terme, mais c'est peut-être le ressenti. En tout cas, je me présente devant cette commission d'enquête en me préparant pour arriver tout simplement préparée avec des éléments de réponse, avec des éléments factuels, pour pouvoir apporter des réponses qualitatives. Donc voilà pourquoi je lisais les réponses que j'avais préparées. Et est-ce que vous avez été... Ma question était assez simple. Est-ce que vous avez été aidé? Est-ce qu'il y a des moyens de France Télévisions qui ont été mis à votre disposition pour anticiper et préparer les questions de cette commission d'enquête? Il n'y a absolument aucun moyen de France Télévisions qui a été mobilisé pour me préparer, puisque je ne fais plus partie des effectifs, si tant est que j'en ai fait partie, puisque j'étais prestataire de France TV Studio. Mais ça fait 4 ans que je ne suis plus prestataire pour un prestataire de France Télévisions. J'ai juste rencontré mon ancien contact de France Télévisions autour d'un café qui a pu me rassurer un petit peu sur la manière dont ça allait se passer, parce que c'est la première fois que j'ai été auditionnée devant l'Assemblée nationale. Mais je n'ai pas été reçue au siège de France Télévisions, je n'ai pas été briefée, je n'ai pas été préparée. Donc non, je pense pouvoir affirmer que France Télévisions n'a dépensé ni temps ni argent pour me préparer à cette commission. Je vous remercie pour votre réponse. Certaines personnes m'ont envoyé des déclarations que vous avez faites sur le réseau social Blue Sky suite à l'audition. Et je vous cite, Madame Saint-Riquier, j'étais bien stressé avant l'audition, oui, et je pense et j'espère ne pas être reconvoqué parce que les principaux sujets contentieux ont été abordés cette fois-ci. Le micmac, c'est des soucis d'agenda de la commission qui m'échappent complètement. Fin de la citation. Je vous remercie d'être revenu devant nous, c'est tout à votre honneur. Mais je voudrais creuser un point. Qu'est-ce que vous avez entendu en disant les principaux sujets contentieux ont été abordés? Est-ce que selon vous, il y a des sujets contentieux entre France Télévisions qui ont été abordés et quels sont ces thèmes que vous aviez en tête? Les thèmes que j'avais en tête et qui sont ceux sur lesquels vous m'avez interrogé la dernière fois, je me doutais qu'il y aurait des questions concernant mon compte Twitter personnel, même si, à mon sens, c'est vraiment pas l'objet de cette commission. Je me doutais qu'il y aurait des questions autour de la pornographie, puisque je sais que c'est un sujet sur lequel il y a des opinions, des positions très fortes, et aussi c'était un sujet sur lequel il y avait déjà eu le comité, l'association, je sais plus comment ça s'appelle exactement, pas avec ma redevance, qui avait pointé cet épisode, donc je me doutais que ça allait faire partie des sujets abordés, et effectivement tous ces sujets-là ils ont été abordés, mais bien sûr je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, avec grand plaisir. Merci. Je vais poser des questions à l'ensemble des intervenants, mais je me permets peut-être une dernière question pour vous, Madame Saint-Riquier, parce qu'elle a interpellé beaucoup de personnes qui ont suivi la première audition. Je vous posais la question de promotion de contenu et d'incitation à consommer des contenus à caractère pornographique, notamment transsexuels, alors que France TV Slash, et encore je pense que vous avez pu le vérifier, il y a un communiqué de presse sur le site de France Télévisions qui explique que c'est une plateforme dédiée aux 15-35 ans, donc y compris un public mineur. Pourtant, la loi interdit la promotion de contenu à caractère pornographique pour les mineurs, et c'est aussi payé par nos impôts. Et dans la question que je vous ai posée, à cette réponse que vous nous avez formulée, Madame Saint-Riquier, vous expliquiez que c'était la pornographie transsexuelle, c'était une forme de pornographie plus éthique ou de pornographie éthique qui permettait de justifier cette promotion. Ça interpellait beaucoup de personnes. En quoi la pornographie peut-elle être éthique ? Alors, je vous remercie de revenir sur ce sujet, monsieur le rapporteur. Donc, premièrement, je pense que c'est important de redire, comme nous l'avons fait la dernière fois, que l'audience de France TV Slash est une audience de personnes majeures. La cible, c'est des jeunes adultes entre 18 et 30 ans. Et je pense aussi que c'est important, à cette occasion, de rappeler la structure, un petit peu comment ça s'est organisé, un petit peu comment les contenus étaient décidés pour cette émission Sexy Souci. En l'espèce, on a, en
très grande majorité, adapter des contenus qui venaient donc de mon site. Et le fonctionnement de ce site, c'est de recevoir des questions d'internautes et d'y répondre. Et en l'occurrence, sur cette question-là, donc j'ai pu retrouver de quel épisode il s'agissait. Et donc effectivement, il s'agissait donc de répondre à une question qu'une personne se posait. Donc c'est pas nous qui venons amener un sujet comme ça sur la table. En l'occurrence, c'était un internaute, un jeune homme, qui craignait que sa consommation actuelle de pornographie soit problématique du fait des contenus consultés, ce qui explique qu'effectivement, dans ma réponse, j'ai mis en avant des contenus alternatifs, plus éthiques, qui mettent en scène notamment le consentement des personnes. Je vous remercie pour votre réponse. Je vais poser une question à Monsieur Dureux. Donc ça vous permettra peut-être de rebondir, parce que Joël voulait prendre la parole. En février 2023, Antonio Grigolini, directeur de France TV /, à l'époque, déclarait dans Télérama, je le cite, « Pour construire notre ligne éditoriale, on est parti des parcours de vie de jeunes adultes et des thèmes qui leur tiennent à cœur, la construction de soi, l'environnement, la consommation, la sexualité, 3 petits points. Ce n'est pas du militantisme, c'est de l'engagement pour des valeurs contre les discriminations et c'est une utilité qu'on revendique. » Fin de la citation. En janvier 2026, le site Off Investigation rapporte des propos que vous auriez tenus, Monsieur Dureux, au siège de France Télévisions en juin 2025. Face à la rédaction de France TV /, vous auriez déclaré, je vous cite, « Slash s'est construit avec des positions très engagées, voire militantes. C'était l'esprit il y a quelques années. On a essayé de changer ce positionnement, mais à présent, il y a une volonté de passer à autre chose. » Fin de la citation. Est-ce que vous confirmez avoir tenu ces propos? Est-ce que vous assumez aujourd'hui qu'il y a eu une dérive militante, en tout cas aux prémices de France TV /, alors payée par nos impôts, et est-ce que vous la condamnez? Je vous remercie, monsieur le rapporteur, pour cette question. Je tiens déjà à dire que j'étais particulièrement étonné qu'une réunion à laquelle j'ai participé, effectivement, puisse être enregistrée à l'insu de ma connaissance. Donc déjà, permettez-moi de faire part de mon émotion sur ce point. La question que vous posez, elle est effectivement importante. On l'a dit, France TV / s'adresse aux 18-30 ans. Vous posez la question juste à l'instant. Dès la présentation au COMEX en 2017 de l'intention de créer cette offre, il était clairement indiqué que c'était une offre à destination des 18-30 ans. Ça a été repris d'ailleurs dès l'année suivante, en 2018, dans le rapport du CSA à l'époque sur l'activité de France Télévisions, dans le rapport d'activité 2018, il était encore à nouveau clairement indiqué que c'était une offre à destination des 18-30 ans. Donc je tiens à le dire, l'offre France TV /, qui s'appelle désormais / tout court, enfin / s'adresse effectivement aux 18-30 ans et cette position n'a jamais changé. L'autre point, c'est la ligne éditoriale de / que vous interrogez. La ligne éditoriale de / c'est toujours construite sur 2 piliers. Un pilier qui est la vie quotidienne des jeunes adultes, avec les grands sujets de préoccupation qui traversent les 18-30 ans, et les thèmes évoqués par Antonio Grigolini à l'époque sont effectivement extrêmement importants. Et l'autre pilier, c'est la culture des jeunes adultes, la culture populaire. On va parler aussi bien de musique, de jeux vidéo, de sport, de littérature, de manga, tout ce qui constitue le socle d'une culture partagée des jeunes adultes. Au cours du temps, il y a eu un événement qui est celui du Covid, qui a particulièrement impacté tous les Français et toutes les Françaises, et notamment les jeunes. Et cette période s'est traduite par des confinements, avec une absence quasiment totale de culture. La culture a été totalement impactée, les salles de spectacle étaient fermées, les artistes ne pouvaient plus se produire, il n'y avait plus d'enregistrement d'albums, les stades étaient fermés, ce qui a évidemment fortement réduit aussi l'activité sportive. Donc de fait, pendant cette période, effectivement, il y a eu, on va dire, une prédominance des sujets liés au sujet de vie quotidienne, et ça a créé, on va dire, un déséquilibre dans l'offre, déséquilibre qui s'est traduit aussi par certains moments une perception du public d'une offre avant tout portée sur des sujets liés aux préoccupations des jeunes adultes, et notamment en ce qui concerne la lutte contre les discriminations. Je vais essayer de faire court, mais la lutte contre les discriminations est un sujet extrêmement important pour France Télévisions.
l'article 37 du cahier des charges nous le rappelle. Dès le préambule du cahier des charges, il est demandé à France Télévisions de faire preuve d'exemplarité dans la lutte contre les discriminations. Donc la lutte contre les discriminations de tout genre a été un point extrêmement important de l'offre France TV Slash. Et c'est en cela où ma position, quand j'ai pu en parler aux équipes, c'est qu'effectivement on voulait remettre au même niveau les deux piliers qui s'étaient un petit peu, on va dire, déséquilibrés au fil du temps, et notamment pendant toute la période Covid et encore un petit peu après. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'expliquais aux équipes dans cette réunion, qu'on voulait véritablement remettre les deux piliers éditoriaux au même niveau, c'est-à-dire vie quotidienne des jeunes adultes et la culture. Merci pour votre réponse. Je vais désormais peut-être, et comme le temps va être assez restreint, je vais choisir quelques exemples peut-être les plus éloquents. Et vous expliquez en introduction que Slash était désormais une plateforme adressée plutôt aux jeunes adultes. À nouveau, hein, vous pourrez retrouver, je vous l'ai montré lors de la première audition, je crois que je l'ai montré aussi sur mes réseaux sociaux, le communiqué de presse initial pour présenter Slash par France Télévisions indiquait que c'était une plateforme destinée aux 15-35 ans, donc aussi un public mineur, ce qui fait poser la question sur la diffusion de certains contenus. Sur la liste de quelques contenus, d'un certain nombre de contenus problématiques diffusés par Slash, je constate qu'il y a une part importante qui est consacrée au militantisme écologiste, notamment qui enjoint les jeunes à s'engager dans des mouvances d'ultra-gauche et de gauche radicale. Le 22 mars 2019, par exemple, Slash a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux payée par nos impôts intitulée « Climat plus clito égale #Clicli » en établissant un lien entre réchauffement climatique et sexualité féminine. La vidéo affirme, je la cite, « Ces deux combats sont liés car ils découlent du même problème, la soif de contrôle de l'homme sur la nature et sur la femme, tout en relayant des slogans issus de manifestations écoféministes et altermondialistes. » En septembre de la même année, il y a un autre contenu qui faisait la promotion de la marche pour le climat, qui est objectivement un rassemblement militant de gauche, porté notamment par la militante MC Danse pour le climat, qui est une ancienne assistante parlementaire de la députée LFI Alma Dufour. Elle ne s'en est pas cachée. Est-ce que vous considérez que la promotion de telles organisations, sans d'ailleurs dévoiler quelles sont des organisations d'extrême gauche associées à la France insoumise, est vraiment une vocation, une place sur le service public, alors que c'est payé quand même par l'ensemble des Français? Je vais essayer de vous répondre de manière concise. Déjà, dans un premier temps, pour vous dire à quel point le sujet écologique, ou en tout cas du changement climatique, est un point extrêmement important pour les jeunes adultes. J'ai quelques chiffres, 65% des 15-35 ans, alors 15-35 ans parce que l'étude est faite comme ça, hein, je tiens à le préciser, mais c'est 65% des 15-35 ans qui déclarent être très angoissés par les changements climatiques. Donc effectivement, le sujet de l'écologie, du changement climatique est un... Alors, les deux contenus en question, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je les ai pas exactement en tête, mais le premier, me semble-t-il, est lié à un documentaire diffusé par France TV Slash. Donc, c'était un extrait publié sur les réseaux sociaux qui renvoyait vers un documentaire comme beaucoup de l'offre de France Télévisions, engage un point de vue d'auteur, de réalisateur ou de réalisatrice. Donc, quelque part... l'extrait ne fait pas la promotion d'autre chose que de renvoyer vers un documentaire qui prend le temps d'explorer une thématique avec un point de vue, comme beaucoup de documentaires de l'offre de France Télévisions. Sur l'autre format dont vous parlez, je n'ai pas spécifiquement en tête, mais je peux vous assurer que le sujet est traité avec la même préoccupation que l'ensemble des autres sujets, d'être traités de manière les plus objectives et les plus neutres possibles. Mais quand on fait référence à un documentaire qui engage le point de vue d'un auteur, d'une autrice, d'un réalisateur, d'une réalisatrice, évidemment, on respecte ce point de vue. Je vous remercie pour votre réponse. Vous êtes, je vous laisserai y répondre, vous êtes pas censé savoir, ignorer qu'il y a une loi, la loi Léotard de 1986, qui impose notamment à votre groupe de respecter le pluralisme, l'indépendance et l'honnêteté. Là, en l'occurrence, la question que je vous posais porte sur un reportage
qui suivait et qui faisait la promotion de la Marche pour le climat, qui est un rassemblement militant d'extrême gauche. À la tête de ce rassemblement, il y a une ancienne assistante parlementaire d'une députée de la France Insoumise, Alma Dufour. Il y a une obligation de pluralisme que vous avez au titre de France Télévisions. Est-ce que vous pouvez me citer peut-être un reportage qui a suivi un comité de jeunes identifiés plutôt à droite dans les milliers, voire les dizaines de milliers de contenus que vous avez proposés sur France TV /. Je vous en ai cité quelques-uns qui faisaient la promotion de comités d'extrême gauche. Est-ce qu'il y en a eu déjà qui faisaient la promotion de comités, d'organisations militantes ou étudiantes de droite ? Et effectivement, je vous ai répondu que je ne me souviens pas de ce poste-là, j'étais pas en responsabilité à ce moment. Peut-être que mes collègues auront des réponses. Je peux vous assurer que sur les contenus que nous proposons, nous nous assurons effectivement de la neutralité, ou en tout cas de l'équilibre. Vous dites, on a donné la parole ou en tout cas on a mis en avant quelqu'un d'engagé d'un côté de l'échiquier politique. Je peux vous assurer que depuis que je suis en responsabilité, nous faisons extrêmement attention, et j'ai la conviction que mes collègues auparavant appliquaient la même chose, de traiter les sujets avec la plus grande neutralité et de faire extrêmement attention à ce que les personnes à qui on donne la parole ne soient pas engagées politiquement. Mais vous n'avez aucun exemple de respect du pluralisme que vous appliquez chez France TV /. Je vous cite des exemples où il y a des contenus qui visent à promouvoir des organisations de gauche ou d'extrême gauche. Vous n'avez aucun exemple à m'apporter alors qu'il y a des milliers de contenus proposés sur / depuis sa création qui a suivi ou qui a accompagné, qui a fait la promotion de mouvements militants plutôt orientés à droite. Il faut resituer, vous parlez de la marche pour le climat, je pense que c'est important de resituer dans le contexte dans lequel les marches pour le climat avaient lieu en France. C'était dans les années 2020-2021 qui était marquée par une montée des mouvements écologistes qui impliquait particulièrement la génération auquel s'adresse /. On s'est fait l'écho de nombreux mouvements qui ont eu lieu à ce moment-là, et pas seulement des marches pour le climat. Et on s'est fait l'écho des marches pour le climat plutôt pour raconter la mobilisation des 18-30 ans qu'il y avait, que pour faire la promotion des leaders de ce mouvement. On a également parlé sur les réseaux de / de la Convention citoyenne pour le climat qui avait lieu en 2020, donc qui n'était pas marquée politiquement. Et on a également fait la chronique de plusieurs luttes locales écologiques, notamment la bétonisation des terres, des projets de centres commerciaux qui avaient mobilisé notamment le public auquel on s'adresse. Et par ailleurs, je tiens à préciser que le pluralisme de France Télévisions ne se résume pas au contenu de / et qui doit se lire à l'aune de l'ensemble des contenus de France Télévisions, qui sont d'ailleurs tous regroupés sur notre plateforme, ce qui permet de proposer des contenus de / avec beaucoup d'autres programmes. Donc je pense qu'on ne peut pas avoir une lecture du pluralisme de France Télévisions uniquement à partir des contenus de /. Je vous remercie pour votre réponse. Vous expliquez que / a aussi suivi des luttes locales écologistes. Effectivement, le 25 septembre 2019, le compte Instagram de / a suivi le procès de militants écologistes qui avaient illégalement décroché des portraits du président de la République Emmanuel Macron dans des mairies, qui étaient poursuivis pour vol en réunion. Je vous dis ça, je ne suis pas macroniste, je n'appartiens pas au bloc central. Donc vous voyez, j'ai une forme d'objectivité dans la question que je vais vous poser. Il y a 4 prévenus que vous avez interviewés pour défendre leurs actions, et on les entend, notamment, je cite le reportage, « La désobéissance civile permet d'aller décrocher des victoires concrètes. Il n'y a eu aucune mise en perspective, il n'y a eu aucune contradiction dans le cadre de ce reportage. La vidéo d'ailleurs se conclut par ce message de / Et toi, tu fais quoi pour le climat ?» valorisant cette action illégale. Est-ce que vous condamnez d'une certaine façon la diffusion de ces contenus qui valorisent des schémas, des organisations, des actes de désobéissance civile? Est-ce que vous comprenez d'une certaine façon que ça puisse indigner des citoyens qui payent des services publics pour aussi faire respecter l'ordre et qu'on vive dans une société avec davantage de concorde? Est-ce que vous avez l'impression que ce genre de contenu améliore l'esprit de concorde républicaine que l'on peut attendre de nos services publics?
C'est difficile de répondre, j'ai vraiment aucun souvenir du contenu auquel vous faites référence, donc c'est très difficile de répondre dans ce contexte. En tout cas, sur les autres contenus sur lesquels vous nous avez interrogé, notamment la reprise des marches pour le climat, c'était des manifestations tout à fait pacifiques. Donc, à ce titre-là, il nous semblait pas problématique de s'en faire l'écho sur les réseaux sociaux de Slash. Vous nous avez indiqué qu'il fallait entendre France Télévisions dans son ensemble pour la pluralité. Est-ce que vous voulez dire par là que sur Slash, la pluralité, justement, n'existe pas forcément et qu'elle est compensée par les autres pans de France Télévisions? C'est ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Oui, non, pas du tout, mais en tout cas, on ne considère pas que le pluralisme de France Télévisions se lie à l'aune d'une seule des offres. Et par ailleurs, je tiens à préciser, comme on l'avait fait dans le liminaire, que l'offre de Slash ne se résume pas au contenu que vous mentionnez. C'est aussi une offre qui accompagne des contenus de création, avec des fictions qui sont proposées, des séries d'animation, des documentaires sur des sujets très variés, et notamment, comme le disait Alexandre, sur la pop culture, et un certain nombre de programmes de flux. Donc je pense que c'est important de remettre en perspective. Peut-être qu'Amandine peut vous rappeler le nombre de contenus qui sont publiés sur les réseaux sociaux de Slash chaque année et qui font l'objet d'un contrôle éditorial étroit. Il se peut que dans certains cas, il y ait eu des contenus maladroits. Dans la plupart des cas, on s'efforce de les corriger. Ça fait partie du contrôle éditorial qu'on opère sur ces contenus. Je vous remercie, ça ne sera pas nécessaire. C'était simple pour vous dire que, non, mais vous allez nous citer des choses qui justement ne sont pas fléchées, et je l'entends. Mais j'allais vous dire ce que disait le rapporteur, c'était y a-t-il des contre-exemples de choses qui sont fléchées? Vous voyez, c'était pas de dire que l'essentiel, bien évidemment, n'est pas forcément un sujet politique. C'est dans ce sens-là. C'est parce qu'on est pris par le temps, je vous assure. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Un autre sujet, un autre thème pour illustrer peut-être les questions légitimes qu'on peut se poser sur l'absence de neutralité et le traitement militant qui peut être fait sur cette plateforme qui coûte, je crois, près de 20 millions d'euros, qui a coûté près de 20 millions d'euros par an aux contribuables. Le 2 juin 2020, vous avez publié le premier post d'une très longue série de contenus de soutien au mouvement Black Lives Matter et au comité Adama Traoré, intitulé Black Lives Matter, comment te mobiliser, avec une liste de 5 actions. Signer des pétitions, faire des dons, afficher son soutien en ligne, manifester et soutenir le mouvement français, notamment le comité Vérité pour Adama, dirigé par Assa Traoré. Dans la même semaine, il y a un post qui est consacré, je cite, aux artistes qui se mobilisent pour illustrer le mouvement Black Lives Matter. Un autre aussi affirme que 2,5, c'est le nombre de chances supplémentaires pour un homme noir d'être tué par la police aux États-Unis. Un autre encore relaie une cagnotte destinée à financer les frais de justice de la famille Traoré. On trouve aussi un contenu intitulé « Comment être un allié.e » en écriture inclusive pour Black Lives Matter, appelant notamment à reconnaître son statut de privilégié si l'on est blanc, à embaucher des personnes noires, à participer à des cagnottes, et se concluant par « Tu as d'autres idées, et toi, tu fais quoi pour être un allié du mouvement Black Lives Matter » en écriture inclusive. Comment est-ce que vous expliquez qu'en à peine un mois, il y a eu près d'une dizaine de publications qui étaient consacrées au comité Adama Traoré, comité d'ailleurs très décrié, éminemment politique, qui a relayé donc des cagnottes de soutien et qui a relayé aussi des thèses racialistes, encore une fois, d'embaucher des personnes noires, de participer à ces cagnottes, de reconnaître son statut de privilégié lorsque l'on est blanc. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment la vocation du service public de diviser, d'organiser, de trier les personnes en fonction de leur couleur de peau? Je vais vous répondre, monsieur le rapporteur. Déjà, je tiens juste à repréciser le chiffre du budget de Slash, puisqu'il n'est pas d'à peu près 20 millions d'euros par an, mais de 13,2 millions par an pour Slash. Ça représente 0,6% du budget total du groupe pour les programmes. Et avec ces 13,2 millions
d'euros. Nous finançons, comme l'a dit Tiffaine, de nombreuses créations originales, donc de la fiction, du documentaire, le secteur de l'animation française aussi, plus effectivement des activités sur les réseaux. Et qu'avec ces 13 millions d'euros, je rappelle aussi que Slash, parce que de tout ce qu'on entend, c'est vrai que je reconnais pas forcément le Slash actuel, mais ça, on pourra y revenir plus tard, à tout ce qui est fait aujourd'hui sur ce média. Et pour vous répondre, donc on a fait un travail d'exploration, puisque là on se parle de questions qui datent d'il y a 5 ans, donc de 2020-2021. Pour ce qui est du mouvement Black Lives Matter, il faut se remettre aussi dans le contexte, c'est que tous les médias français, à cette période, lorsqu'il y a eu l'assassinat de George Floyd, parlaient de cette affaire. Ça a duré 16 semaines. Où les 20h de TF1, de France 2 parlaient de ça, qu'il y avait des répercussions aussi en France et que, comme l'a dit Tiffaine, Slash était là aussi pour rendre compte de mouvements sociétaux internationaux ou de leur impact en France. Donc c'est dans ce contexte qu'effectivement, il y a pu avoir des posts sur les réseaux sociaux, encore une fois, pour rendre compte, mais sans prise de position. Ensuite, je reviens sur l'affaire Adama Traoré. On y avait répondu lors de la dernière audition. Donc, il y avait eu 2 posts. Et celui auquel vous faites allusion était un post qui concernait une exposition photo d'une artiste. Il n'y avait pas de lien direct vers une cagnotte, mais il y avait une explication sur le contexte de l'exposition photo, qui était reliée à une fondation. Et ce poste, comme on avait compris à l'époque, alors encore une fois, c'est un travail d'archives parce que on n'était pas, l'équipe ici n'était pas en responsabilité à ce moment-là. Le poste avait été modifié. Ils avaient compris qu'il y avait une incompréhension sur ce poste en particulier. J'ajoute que ce post est toujours en ligne, vous pouvez le consulter et vous pouvez évidemment effectivement voir que il est visible conformément à ce que dit Amandine. Et ce post, donc c'est un post qui a traité, comme je l'avais dit une première fois, de manière artistique, qui rentre dans le cadre donc du cahier des charges qui nous a été confié dans le cadre de l'article 4 qui vise à promouvoir les formes artistiques. Et le titre exact de cette publication, c'est « Échanger le regard sur la jeunesse française grâce à la photo ». Merci pour votre réponse. J'ai pu observer au-delà de ce post, d'ailleurs relayé donc pour relayer une cagnotte pour le comité justice pour Adama, où le secrétaire général de France Télévisions, lors de son audition, a d'abord nié que ce post existait. Je lui ai ensuite montré une capture d'écran. Il a fini par le reconnaître en fin d'audition, qui est une entorse grave, je pense, au principe de neutralité qu'on attend du service public. Il l'a lui-même reconnu et regretté. Mais dans une série de publications, on va prendre un peu plus d'auteur, vous avez relayé, je crois, la thèse quand même d'un racisme systémique en France, en présentant notamment les personnes étrangères comme victimes de discrimination généralisée. Je vais vous citer quelques exemples, mais il y en a bien d'autres. Le 2 novembre 2019, vous faisiez la promotion du compte Paye ton hijab, qui encourage le port du voile islamique, tout en dénonçant les discriminations dans l'espace public. Voilà, ça c'est payé par nos impôts. Le 19 décembre 2019, Slash proposait aussi une interview de Mathieu Longat, alias Bonjour Tristesse, qui est un comédien engagé, de gauche, radical, qui dénonçait le privilège blanc et le degré énorme d'islamophobie en France, fin de la citation. Et en légende, Slash a ajouté qu'il s'exprime sur la nécessité en tant que personne blanche de reconnaître son privilège, fin de la citation. Le 8 février 2020, il y a un autre post intitulé « Tu t'appelles Farida ou Abdel, bonne chance pour trouver un boulot », qui relayait une étude qui a été fortement contestée, dont les propres auteurs reconnaissaient d'ailleurs les limites méthodologiques pour illustrer une discrimination systémique à l'embauche en France. Dernier exemple que je vous cite, c'était le 16 juin 2020, dans la continuité des nombreux contenus dont on a parlé de soutien au comité Black Lives Matter et Adama Traoré. Vous avez publié une vidéo qui saluait les
déboulonnage violent de statut dans plusieurs pays en expliquant, je cite, qu'il s'agissait d'images fortes et nécessaires pour obtenir une réparation symbolique. Fin de la citation. Vous voyez, je pense que des contenus comme cela, on pourrait passer quasiment toute la soirée à en citer un certain nombre, mais est-ce que c'est vraiment la vocation du service public, l'utilisation de l'argent des Français, de publier et de financer ce genre de contenu? Il y a un public jeune auquel vous vous adressez. Est-ce que être le relais de thèses antiracistes, de thèses qui divisent la société sur la base de prismes, il y a des étrangers, il y a des Français, il y a des Blancs, il y a des Noirs, est-ce que c'est vraiment la vocation du service public et de l'audiovisuel public? Je vous remercie pour votre question. Dans un premier temps, déjà, comme je l'ai dit, la lutte contre les discriminations est un sujet prioritaire pour France Télévisions. C'est le cahier des charges qui nous y oblige. Je peux vous assurer que l'intégralité des équipes qui travaillent sur Slash n'ont qu'un seul objectif, c'est celui d'exécuter le cahier des charges de France Télévisions. Le deuxième point, c'est que vous faites référence, et comme l'a rappelé Amandine, à une période extrêmement particulière, celle où le sujet qu'on évoque, la mort de George Floyd, a pris une place considérable dans l'espace public. C'était dans tous les débats, comme l'a rappelé Amandine, c'était beaucoup présent dans les JT de TF1, de France 2. Sur la période, effectivement, on allait regarder, il y avait quelques posts sur ce sujet. Vous évoquez certaines vidéos qu'on n'a pas forcément tous en tête ici, mais pour vous dire que c'était une période où le sujet est extrêmement présent et une période extrêmement compliquée également, période de Covid. Je ne peux pas vous dire que l'intégralité des posts que vous citez, on les assume pleinement. S'il y en a qui ont dû être corrigés, ils l'ont été. Il y a eu un travail qui a été fait à un certain moment de repasser l'intégralité de l'historique des publications et de faire le travail nécessaire pour le corriger lorsqu'il y avait besoin, de le dépublier lorsqu'il y avait besoin. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que toutes les équipes travaillent dans un seul objectif, comme j'ai dit, exécuter le cahier des charges, et surtout pour créer du commun, faire nation. Il est absolument pas du tout dans le travail de Slash de diviser les Français, bien au contraire. Notre objectif, c'est de créer une culture et un civisme partagé. On essaye de le faire par tous nos posts au quotidien. Je vous rappelle que France TV Slash, c'est 5000 posts par an sur les réseaux sociaux, et vous prenez des exemples effectivement sur une période assez restreinte où il y a pu y avoir effectivement des imperfections qui ont été corrigées. Je tiens à le dire, elles ont été corrigées, comme l'a rappelé Paul. Même le post dont vous parlez qui pouvait effectivement mener à une mauvaise interprétation, il a été corrigé. Merci. Je vais peut-être demander à notre collègue, Madame Ercilia Soudet, si elle souhaite poser une question. Allez-y. Oui, je vous rappelle 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je vais vous avouer que j'ai du mal à comprendre ce qu'on fait là. Je ne comprends pas pourquoi on vous auditionne une deuxième fois et j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'acharnement. Je me rappelle d'ailleurs de la précédente audition, excusez-moi, où Monsieur le rapporteur s'était ému de tweets personnels de Madame Saint-Riquier, parce que Madame Saint-Riquier avait osé tweeter quelque chose sur Monsieur Zemmour, qui pourtant, lui, est multi-condamné, et Madame Saint-Riquier n'a jamais été condamnée. Monsieur le rapporteur, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans un tribunal et que vous êtes un peu trompé de carrière. En attendant, moi, ce que j'ai pu observer, même si on s'intéresse aux tweets personnels de Madame Saint-Riquier, ce sont des positions qui sont contre la haine, contre la violence et pour l'égalité des droits. Autant de positions, finalement, qui vous posent problème, parce que c'est ce que je vois encore une fois pendant cette audition. Ce que vous reprochez, finalement, à nos auditionnés, c'est de sensibiliser à la question écologique, de sensibiliser à la lutte contre les discriminations, et vous présentez l'antiracisme comme une comme une façon de diviser la société. C'est assez ubuesque. Je vous rappellerai quand même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui nous dit dès son article 1 que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Si vous ne remettez pas en cause cette déclaration, je ne vois pas où est le problème. Donc, en fait, messieurs, dames, voilà, je ne comprends pas ce qu'on vous reproche. Mais par contre, en revanche, au regard de l'attitude du rapporteur et de sa défense de personnalité xénophobe, est-ce que ces positions vous semblent compatibles avec les exigences de l'audiovisuel public? Pensez-vous qu'il soit le plus à même finalement d'effectuer un rapport sur le sujet? Et craignez-vous qu'avec la montée du fascisme, vos missions du service public soient menacées? Bon,
la pertinence de décider du rapport ou pas, vous nous la laisserez, mais pour le reste, bien sûr, répondez. Je pense qu'il ne nous appartient pas de répondre à la question que vous posez. Et notre mission de service public, c'est de proposer des contenus dans le cadre de notre cahier des charges. Et aucun des contenus publiés par Slash ne contrevient à ce cahier des charges. Aucun des programmes de Slash n'a fait l'objet d'une mise en garde ou d'une intervention de l'ARCOM, alors que, comme l'a signalé Alexandre, les contenus de Slash figurent bien chaque année dans le rapport d'exécution du cahier des charges de France Télévisions. Par ailleurs, le projet Slash a été dès son origine présenté très largement, aussi bien au COMEX, à la DGMIC, au ministère de la Culture et de la Communication. Donc c'est un projet qui, dès le départ, s'est inscrit dans le cahier des charges de France Télévisions. Encore une fois, je pense que vous avez ici des équipes qui sont engagées pour faire en sorte, puisqu'on nous reproche souvent à France Télévisions d'avoir un public vieillissant, de recréer un lien avec une génération qui s'est assez considérablement éloignée de la télévision linéaire, de recréer un lien sur les réseaux sociaux, puisque c'est là qu'ils s'informent, c'est là qu'ils consomment leur contenu, c'est là aussi que naissent toute une génération de nouveaux créateurs de contenu. C'est la mission de Slash. On le fait dans le respect du contrôle éditorial qui a lieu sur l'ensemble des programmes chez France Télévisions. On est humain, engagé sur notre travail. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des contenus qui ont manqué de contextualisation. Après, on s'efforce aussi d'aborder des sujets dont on sait qu'ils ne font pas l'unanimité. Sur les questions du genre, je peux par exemple vous signaler une étude de l'INED qui mentionne que près de 20% des jeunes femmes ne se sentent pas hétérosexuelles. Voilà. Donc il nous semble important de traiter ces questions d'identité quand on s'adresse à cette population. On sait que c'est des sujets sensibles, c'est des sujets sur lesquels on ne fait pas l'unanimité, mais il nous semble que ça fait partie de la lutte contre les discriminations. Pour rebondir, bien évidemment, je ne pense pas que le propre de ce que nous avons à dire est de dire qu'il y aurait des directives pour que Slash, bien sûr, intervienne de cette manière. Mais on peut se questionner aussi, par exemple, peut-être sur... Vous savez, chaque journaliste a son ressenti et son vécu, y compris quand on traite de questions sur la jeunesse, vous l'avez dit. Mais est-ce que vous-même, vous arrivez à garantir une pluralité ? Vous nous avez cité un sondage. Voilà, je pense que ce qu'on attend de vous aussi au niveau des concitoyens, c'est que, bien sûr, tous les sujets soient traités de la même façon. Et il peut y avoir parfois l'idée, comme elle existe pour souvent critiquer les médias privés que l'on qualifie d'extrême droite, il peut y avoir aussi l'idée que parfois sur les médias publics, surtout quand ils ont à traiter la jeunesse, ce sont souvent des voix journalistiques, et là je parle aux propres journalistes, qui par exemple vont laisser transparaître. Alors où est la limite, bien évidemment, entre l'opinion journalistique et le contrôle que vous devez garder pour qu'il y ait un équilibre, non pas censuré, mais qu'il y ait un équilibre justement là-dessus. Voilà, je crois que c'est une question un peu dépassionnée sur la manière d'aborder le sujet qui est le vôtre. C'est extrêmement compliqué, mais la limite, clairement, c'est celle de notre cahier des charges. Donc, tous nos contenus s'inscrivent dans ce respect de notre cahier des charges. Oui, il faut préciser que l'offre Slash donc est composée à la fois de programmes dont on a parlé, des programmes de création, des magazines, des divertissements, mais également des contenus natifs proposés sur les réseaux sociaux. Et c'est principalement ceci que vous évoquez et qui vous pose question. Les équipes qui produisent ces contenus natifs pour les réseaux sociaux sont dans une équipe de production dans le cadre d'un contrat de production exécutive, c'est-à-dire qu'ils dépendent éditorialement, intégralement de France Télévisions. Il y a une équipe effectivement composée de certains journalistes, mais encore une fois, ils sont sous le contrôle permanent de France Télévisions, des équipes que vous voyez ici et d'autres qui ne sont pas auditionnées aujourd'hui. Mais en tout cas, tous les sujets que nous lançons en production sont évidemment discutés, validés par des équipes internes de France Télévisions. Ils sont
produits et validés ensuite par des équipes de France Télévisions, et ils sont enfin mis à l'antenne par les équipes de France Télévisions qui sont présentes ici. Donc, il n'y a pas, en fait, on n'est pas une œuvre d'information. L'information à France Télévisions, elle est gérée par les équipes de l'information, par les rédactions d'information. France Info est un média très puissant sur les réseaux sociaux qui traite de l'information, mais Slash n'est pas un média d'information. Donc les journalistes qui travaillent sur les contenus natifs de Slash sont quasiment, si je devais comparer, des journalistes qui travaillent sur d'autres magazines de France Télévisions. Sauf qu'on est dans le cadre d'une production exécutive, ça veut dire que l'intégralité des contenus qui sont produits et diffusés sont sous la validation permanente des équipes de France Télévisions. Oui, on est parvenu sur l'équilibre, mais allez-y, monsieur. Merci, monsieur le Président. Un autre contenu, je pense, qui a pu indigner un certain nombre de personnes, c'était le contenu. Le 20 mai 2019, Slash avait publié une première vidéo de la série Sam Revolt, qui consiste à donner la parole à des militants défendant des pétitions. Et dans ce cas précis, il s'agissait d'une avocate appelant à signer une pétition en faveur du rapatriement de djihadistes français et de leurs enfants retenus dans des camps après la chute de Daesh, en insistant sur les conditions de vie difficiles et insalubres dans ces camps. Cette pétition affirmait notamment, sans aucun contradictoire, ce documentaire que vous avez diffusé, que, je cite, la position de l'État français obéit à la fachosphère, fin des citations, en s'appuyant sur un sondage Odoxa de février 2017, selon lequel 67% des Français étaient opposés au rapatriement de ces enfants de djihadistes. Comment est-ce que vous expliquez qu'à peine quelques mois, quelques années après des attentats qui ont éprouvé durement des millions de Français, des attentats terroristes islamiques qui ont frappé la France et causé la mort de centaines de personnes, comment est-ce que vous expliquez qu'une plateforme du service public, France TV Slash, ait relayé et soutenu une pétition appelant au rapatriement de personnes ayant rejoint une organisation terroriste ? Franchement, vous nous parlez d'un contenu qui est très ancien. Vous l'avez cité, il date de 2019, on n'en a pas connaissance. Donc, si vous le souhaitez, on pourra vous apporter des compléments d'information par écrit, mais là, il est très difficile de remettre dans le contexte de ce qu'était ce contenu. Vous êtes en train de nous dire que ce genre de choses ne peut plus se reproduire aujourd'hui par exemple Oui, je ne sais pas d'abord comment si ça s'est produit exactement, parce que parfois il y a des éléments de contexte qui manquent un peu, et il est très clair qu'aujourd'hui ça ne pourrait pas se reproduire, et qu'il y a voilà. Ça semble très clair, mais je vais laisser Amandine, elle a peut-être. Alors, j'ai pas forcément d'éléments de réponse non plus là-dessus précisément, parce que ça date de 2019 et comme Tiffaine, je n'en ai aucun souvenir puisque je n'étais pas en poste. Mais juste pour vous revenir sur le pluralisme, juste rappeler et réinsister là-dessus que Slash ne traite pas de politique. Nous ne sommes pas un média d'information ni de politique, en tout cas, pour y travailler au quotidien, nous n'en parlons pas, nous n'avons pas fait partie du débat des municipales par exemple, donc voilà, nous ne traitons pas de ces sujets-là. En revanche, voilà, là on sort d'une très longue période de Jeux Olympiques sur lesquels nous étions très engagés, sur lesquels on a fait des millions et des millions de vues en février, donc nous sommes un média qui relaie les grands événements de France Télévisions, qu'ils soient culturels, sportifs. C'est ça la ligne éditoriale de Slash. On arrive aussi à parler de pop culture lors de posts sur nos réseaux sociaux, à parler de sujets sociétaux, mais alors dans le cadre de documentaires, dans des formats longs. Donc là, au début de l'année, on vient de sortir un documentaire, par exemple, sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Sur les dangers de la chirurgie esthétique sur les jeunes femmes, enfin voilà, ce genre de sujet. En revanche, nous ne traitons pas aujourd'hui de sujets politiques à proprement parler. Pardon, sur le programme Sam Revolt, pour préciser, c'était une collection de 6 numéros, donc une collection de 6 numéros différents qui abordaient donc ce dont vous parlez, mais également il y avait un numéro sur les EHPAD, si je me souviens bien. Il y avait aussi un numéro sur
excusez-moi, je me souviens plus exactement, sur les... Ouais, bon voilà, je me souviens plus exactement, mais ça remonte parce que je les ai vus il y a pas longtemps justement sur des questions de gestion des stocks et donc il ne faut pas considérer que c'était un programme qui était juste sur ce sujet-là. C'était vraiment un numéro d'un programme. Et comme vous le dites, Monsieur le Président, ça ne peut pas se reproduire parce qu'on a testé, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. Donc quand ça ne fonctionne pas, c'est aussi notre devoir d'arrêter ce type de programme. Et du coup, il n'y a pas eu ce genre de programme depuis 2019. Je vous remercie pour votre réponse. Madame Saint-Riquier, j'en reviens à vous. En septembre 2019, alors que vous animiez encore, vous étiez une figure de l'audiovisuel public de France TV /, vous animiez l'émission en tant que Sexy Souci, vous écriviez sur vos réseaux sociaux, je vous cite, « J'ai plein de nouveaux followers ces derniers jours, donc piqûre de rappel, ACAB, donc All Cops or Bastard, donc tous les policiers sont des bâtards, le racisme anti-blanc n'existe pas, le féminisme qui exclut les femmes trans, les travailleuses du sexe ou les musulmanes n'est pas du féminisme, men or trash, donc les hommes sont des déchets, PMA pour toutes, fin de la citation. En avril 2021, vous adressiez également je vous cite, « Niquez-vous » aux éditorialistes blancs, fin de la citation, que vous jugiez racistes. En novembre, vous écriviez encore, je vous cite, « Les blancs, arrêtez d'expliquer aux racisés ce qui est ou non raciste » ou encore, je vous cite encore, « La France n'est pas un pays laïque, c'est un pays cathocentré, profondément antisémite et islamophobe », fin de la citation. Madame Saint-Riquier, avec ses positions aussi hostiles à l'égard de notre pays, à l'égard des Français, pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler pour le service public ? Merci pour votre question, monsieur le rapporteur. Donc, je vois qu'on revient sur mes tweets personnels. Franchement, ça m'embête un petit peu. Je pense que vraiment, c'est pas l'objet de cette commission. Par ailleurs, et comme je l'ai dit, et je suis désolée de me répéter, mais je l'ai déjà dit la dernière fois, mes tweets personnels, ils relèvent de ma liberté d'expression, de ma liberté d'opinion. Ils ne sont pas en lien avec le travail que j'ai réalisé pour France TV Studio, pour France TV /, qui était un travail d'experte en matière de santé sexuelle. Donc je pense vraiment que c'est pas l'objet de cette commission de détailler des tweets. Par ailleurs, en toute honnêteté, vous me citez des tweets qui remontent à 5, 6, 7 ans. Je les ai pas tous en mémoire, mais j'aimerais bien moi je suis vraiment tout à fait disposée à répondre à vos questions sur mon travail pour les publications qu'il y a eu pour France TV /, ce qui me semble vraiment être dans les missions de cette commission d'enquête. Moi, je souhaite plus répondre à des questions sur mes tweets personnels. Je pense que ça suffit. Si je vous pose ces questions, et si elles sont légitimes dans le cadre de la commission d'enquête, c'est parce qu'au moment où vous écrivez ces propos, vous publiez ces propos sur vos réseaux sociaux, vous êtes une figure du service public. Vous le revendiquez d'ailleurs sur votre compte Twitter, Sexy Souci, on peut le voir, donc on fait le lien entre France TV / avec cette émission Sexy Souci et aussi votre incarnation personnelle, notamment sur vos réseaux sociaux. C'est des tweets qui sont choquants. Je peux aussi interroger France Télévisions, les représentants ce soir. Qu'est-ce qui a justifié que vous continuiez à faire confiance à Madame Saint-Riquier qui publiait toutes ces outrances, qui sont d'ailleurs à la limite de la loi? On l'a rappelé lors de la dernière audition, ça semble ne pas émouvoir Madame Soudé, qui s'en indigne, mais un appel au meurtre vis-à-vis d'une personnalité politique, c'est profondément choquant et ça peut d'ailleurs appeler et amener à des poursuites pénales. Qu'est-ce qui fait que vous ayez servi le service public? Qu'est-ce qui fait que vous ayez choisi de vous engager pour le service public de l'audiovisuel, alors même que donc, vous considérez la France comme un pays profondément antisémite et islamophobe? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression, au fond, d'avoir trahi ses obligations pourtant importantes quand on sert le service public, d'honnêteté, d'indépendance, de pluralisme, ces missions de neutralité? Quand vous avez une mission de service public, est-ce que vous n'aviez pas l'impression, lorsque vous faisiez ces tweets outranciers, le terme est pudique, de rompre ces obligations? Alors, plusieurs choses. D'abord, je tiens à revenir sur cette question par rapport au tweet que vous avez cité en partie lors de la dernière audition. Donc effectivement, vous avez cité, en m'attribuant à moi ces propos-là, vous avez cité les prisons en feu, Zemmour au milieu. Vous avez omis, sans doute un oubli de votre part, de dire que c'était un texte qui accompagnait une photo que j'avais prise d'un graffiti dans la rue et que c'était le texte de ce graffiti.
Donc c'était pas mes mots. Donc ça, je pense que c'est quand même important. Mais j'imagine que ça doit être un oubli de votre part. Pour ce qui est de... c'est juste la différence entre tenir des propos en son nom et... Enfin, je pense... Et les relayer, tout à fait. Je pense que ça fait une grande différence, effectivement. Pour ce qui est du fait que France Télévisions a continué à faire appel à moi, un petit élément, je pense, de contexte, qui est que dans mon contrat, donc qui n'était pas avec France Télévisions, qui était avec France TV Studio, il n'y avait pas d'éléments de contrôle de mes réseaux sociaux, d'éléments de conduite à tenir sur mes réseaux sociaux. Sinon, probablement qu'effectivement, j'aurais mis mon compte en privé, peut-être que j'aurais pas eu les mêmes propos et probablement que je me serais fait taper sur les doigts. Il se trouve que ça ne faisait pas partie de mon contrat et ça également, je l'ai déjà dit la dernière fois, ce qui explique qu'il n'y a pas eu de regard de France Télévisions sur ce que je publiais et ni d'autocensure, on pourrait dire, de ma part. Donc effectivement, je me suis exprimée de manière très libre et il n'y a pas eu de regard de France Télévisions là-dessus. C'est un petit peu ce que disait monsieur le rapporteur, vous avez raison de le préciser, c'est n'y aurait-il pas dû y avoir un regard de France Télévisions on peut apporter là-dessus. effectivement un complément d'information. Effectivement, Diane Saint-Riquier, on a eu l'occasion de vérifier, a signé des contrats avec France TV Studio. Elle avait un contrat d'auteur, donc il engageait à respecter les règles déontologiques concernant les contenus qu'elle proposait pour France Télévisions. Et les règles éthiques en conformité avec celles de France TV Studio. Il existe aussi une clause dans les contrats de France Télévisions et de ses filiales relatives au respect de la charte éthique de France Télévisions, notamment dans les publications sur les réseaux sociaux, qui a été mise en place en mars 2018, mais elle ne figurait pas effectivement dans le contrat de Diane Saint-Riquier. Elle a été maintenant systématisée puisque les réseaux sociaux ont pris aussi une place dans le débat qui est différente sans doute de celle qu'elle avait en 2018. Par ailleurs, et du coup, il n'y avait pas non plus, comme l'a rappelé Alexandre Dureux lors de la dernière édition, d'analyse systématique des publications qui étaient faites sur les réseaux sociaux avant de choisir un collaborateur avec lequel on a travaillé pour France Télévisions. Maintenant, ça se fait de manière plus systématique. Donc, il y a bien des procédures qui ont été mises en place pour plus de vigilance. Mais après, je tiens à rappeler qu'il s'agit de respecter le cadre légal et de ne pas tenir de propos relatifs au racisme, à la corruption des mineurs, de ne pas tenir de propos violents et il n'y avait pas d'examen systématique des contenus publiés par Diane Saint-Riquier, même si la plupart des contenus ne relèvent pas du cadre légal, même si on peut discuter sur certains. Merci pour ces précisions. Et si c'était à refaire, en ayant connaissance de ces tweets, de ces prises de position, est-ce que aujourd'hui vous renouvelleriez le contrat de Madame Saint-Riquier si une autre personne incarnant France TV Slash ou France Télévisions commettait ce type de propos sur ses propres réseaux sociaux? Est-ce que vous poseriez la question de mettre fin à ces contrats? Quel est aujourd'hui votre recul et votre analyse suite à tous ces tweets? Choisi, on l'a rappelé également lors de la dernière audition en raison de son expertise sur les questions d'éducation à la sexualité. On vous a mentionné qu'elle faisait partie du dictionnaire des expertes, qu'elle avait été choisie par un certain nombre d'institutions pour travailler sur ces sujets. Donc c'est bien pour ces raisons qu'elle a été choisie par France Télévisions et qu'elle a travaillé avec nous pendant de nombreuses années
sur un sujet particulièrement important pour les jeunes adultes. Comme Diane Saraki vous a répondu, je pense qu'on l'aurait appelé à plus de contrôle de ses publications et peut-être passer ses comptes en privé si on était amené à le faire aujourd'hui dans le cadre de la charte qui existe. Je me permets juste de rajouter une dernière chose. Je trouve ça quand même important de préciser que c'était mon compte Twitter personnel, qu'à aucun moment France Télévisions ni France TV / n'apparaissait dans ma biographie, à aucun moment. Et donc ça, je pense que c'est important quand même de le préciser, même si je me dis aujourd'hui devant cette commission qu'effectivement, peut-être qu'il aurait dû être en privé, ce compte. Mais c'était pas un compte qui, d'aucune manière, était relié à France Télévisions. Et vous comprendrez que ça suscite un certain émoi, et en tout cas, je crois que les mesures qui doivent être prises correspondent à ce que vous êtes en train de dire, et de tous côtés, pour tout avis que ce soit, bien évidemment, pas simplement celui-là. Et d'ailleurs, on peut quand même signaler que suite à l'audition, un certain nombre des participants de France Télévisions ont été également victimes de propos insultants, de menaces sur les réseaux sociaux, et Diane n'a pas échappé à ça, donc c'est aussi une situation délicate à gérer pour des gens qui ne sont plus ou pas exposés et qui sont plutôt des gens qui travaillent dans l'ombre. Très bien. Et vous avez raison, et de la même façon, suite à cette première audition, j'ai pu voir que, en fait, Madame Saraki, vous n'aviez pas forcément retenu un peu les leçons de pudeur que pourrait imposer un tel exercice, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai pu voir, par exemple, sur votre compte Blue Sky, qui était en public, que vous vous adressiez directement à moi, et je vous cite, « Perso, comme j'ai réussi à ne pas lui sauter à la jugulaire en parlant de moi, ni exploser de rire devant le ridicule de ses attaques, je considère que c'est une grande réussite. » Fin de la citation. Bon, j'ai reçu un certain nombre de messages, probablement de vos soutiens dans les heures qui ont suivi l'audition, des messages d'ailleurs de menaces. Donc je me permets aussi de réagir à ce que vous pouviez dire. Je le rappelle, c'est une commission d'enquête qui a été votée démocratiquement dans le cadre de la commission des affaires culturelles. Elle a été approuvée à majorité. C'est celle de vérifier notamment les éventuelles entorses au principe de neutralité très important de l'audiovisuel public que vous incarnez tous ce soir dans le cadre de nos auditions. Mes questions, la première fois, vous le savez, ont porté sur vos déclarations, certes sur votre compte Twitter. Vous exprimiez à titre personnel, mais c'était un compte Twitter qui a été public. Vous pouvez très bien faire le lien entre votre figure du service public et vos propos. Vous avez tenu des propos qui, je pense, peuvent être considérés par un certain nombre de personnes comme choquants, contre les Blancs, contre la police, valorisant des appels au meurtre, visant des personnalités politiques, même si visiblement Ercilia Soudé semble pas forcément les soutenir, mais en tout cas ne pas les juger choquants. Il y a des contenus aussi qui faisaient la promotion de la pornographie transsexuelle payante auprès d'un public parfois mineur. Bref, est-ce que, au fond, vous comprenez une forme d'incompréhension, d'indignation de la part de certaines personnes qui nous conduisent à vous poser ces questions? Je pense qu'il n'y a pas que moi qui se pose ces questions, il y a peut-être aussi beaucoup d'autres Français qui, à la lecture de ces contenus, ont pu se les poser. Donc voilà, je retiens, et ce sera le mot de la fin en tout cas pour moi, vos mots, Monsieur Dureux, où vous convenez, et je trouve ça d'ailleurs très honorable et très louable, que votre mission est de créer du commun, de favoriser un civisme partagé, que parfois vous avez pu faire des erreurs, que vous n'assumez aujourd'hui pas toutes les publications qui ont pu être faites sur France TV /. Maintenant, ce qui compte, c'est qu'il y ait un peu plus de vigilance dans les contenus qui sont proposés, un peu plus de vigilance sur le choix des personnes qui incarnent la voix de France Télévisions. Et c'était l'objet de cette audition, et je vous laisse peut-être répondre si vous avez un certain nombre d'éléments que vous souhaitez compléter. Je me permets juste d'apporter une petite précision justement sur ce que vous disiez à l'instant, monsieur le rapporteur. Pour apprécier Slash tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il faut quand même préciser qu'on travaille avec des grilles types, avec des thématiques précises, donc comme la vie quotidienne, le sport, les divertissements, les documentaires. Et donc si on regarde sur les semaines qui viennent de s'écouler, elles représentent parfaitement ce qu'on souhaite faire passer comme message. On a parlé donc de culture, de sport, de documentaire. On a mis en avant des talents et aussi des sujets de vie quotidienne. Je prends quelques exemples juste pour être assez rapide. On a eu par exemple le témoignage d'un jeune agriculteur à son compte qui lutte avec 800 € par mois.
On a parlé de certains de nos documentaires, donc comme disait Amandine tout à l'heure, donc un qui s'appelle Influence mortelle et donc qui dénonce les dérives sectaires sur les réseaux sociaux auprès des jeunes, mais aussi un documentaire qui s'appelle Je serai jamais parfaite, donc qui est en rapport à l'image et à la chirurgie esthétique chez les jeunes femmes. On a parlé de sport aussi, notamment donc avec les JO et les Paralympiques qu'on a grandement accompagnés et qui ont été salués par notre communauté avec des remerciements sur le traitement de cet événement. On est aussi sur tous les grands événements, donc récemment le Gala des pièces jaunes, les Victoires de la musique. On sera aussi donc bientôt sur les festivals d'été, Roland-Garros, le Tour de France. Donc en fait, tout ça représente Slash. Il n'y a pas de mot d'ordre, pas d'appel à l'action et pas de militantisme. Peut-être pour effectivement rebondir sur ce que vient de dire Alexandra, et je l'ai dit tout à l'heure, on a aujourd'hui une seule obsession, c'est celle d'exécuter le cahier des charges et d'être parfaitement dans les missions de service public, et notamment dans celle-ci de créer du commun, je disais de faire nation. L'objectif est vraiment de créer une culture et un civisme partagé pour les jeunes, les 18-30 ans, et je tiens à dire que sur les réseaux sociaux, et c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de parler de ces sujets-là, mais sur les réseaux sociaux, on est le contre-exemple en fait de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les chaînes de télé, on diffuse un contenu et tout le monde peut y avoir accès. Nous, on est sur des réseaux, TikTok, Instagram, YouTube, où ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est là où sont les jeunes, donc c'est là où on propose nos contenus, mais en face, il y a des algorithmes que personne ne connaît, que personne ne voit, que personne ne maîtrise, qui changent très régulièrement. Non, mais je tiens à dire, parce que c'est des sujets qui, effectivement, quand on se dit il faut que le service public s'adresse aux jeunes, effectivement, on va sur ces environnements où ils sont fortement présents, mais où les règles de l'audiovisuel telles qu'on les connaît sur l'environnement télé classique ne sont absolument pas les mêmes. Et aujourd'hui, là où les réseaux créent des communautés, nous on essaye de les regrouper, de les faire se rejoindre. Donc c'est en ça où je comprends très bien les questions que vous posez et qui sont assez circonscrites sur une période temporelle resserrée. Mais aujourd'hui, comme vous le dit Alexandra, c'est absolument pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas, et ça, je trouve qu'on a malheureusement pas assez de temps pour en parler. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, toute dernière question, plutôt sur la partie financière. Vous nous avez expliqué que les coûts de production de France TV Slash, c'était plutôt autour de 17 ou 18 millions d'euros. 13 millions d'euros. On va donner le chiffre exact, merci de le rappeler. J'ai pu interroger un certain nombre de vos concurrents, qui sont des concurrents des plateformes numériques, qui figurent d'ailleurs dans le top 3 ou top 5 des plateformes numériques les plus consommées en France, par leur nombre de visionnages sur les différents réseaux. Vous évoquez TikTok, YouTube, Instagram. Et en fait, ces plateformes oscillent entre 2 millions à 4 millions de budget annuel. Vous en avez 13 annuellement. Comment est-ce que vous expliquez, alors que vous faites beaucoup moins de vues sur les plateformes, comment vous expliquez un tel écart ? Est-ce que ça s'explique par le nombre de personnes associées ? Est-ce qu'il y a des coûts de structure qu'on n'a pas forcément en tête ? Comment faire moins en termes d'audience avec un budget qui est 4 à 5 fois supérieur à celui de vos concurrents qui sont pourtant... Alors, sur les budgets que vous évoquez, donc ils sont pas forcément connus de tous. Donc, on a bien en tête nos concurrents directs sur les réseaux sociaux. Il se trouve que moi, j'ai plutôt en tête des budgets similaires. Donc, je tiens aussi à dire qu'avec ces 13,2 millions d'euros, donc on remplit un certain nombre de missions aussi d'investissement dans l'animation française, donc ce que ne font pas nos concurrents. De création, des enquêtes longues qui parfois prennent 1 an ou un long temps pour être exécutées. Donc c'est le cas des documentaires qu'on a cités sur la chirurgie esthétique, sur l'enquête sur TikTok, etc. La fiction aussi, que ne font pas non plus nos concurrents. Donc voilà, c'est juste pour replacer le contexte, c'est que justement, moi je trouve que les performances de Slash ont fait quand même 1,5 milliard de vues sur une année, donc on a multiplié par 2 nos performances en 2 ans, on a fait plus 50% de croissance, donc ce sont des chiffres dont on se félicite aujourd'hui.
et rapporté à ce coût-là, voilà, on trouve que quand même le média remplit son contrat. Et je tiens aussi à dire que on cite les concurrents français, et encore une fois, leurs budgets sont pas forcément. Pardon ? Aussi des étrangers, vous avez Exactement, vous me voyez venir, et qu'on évolue aujourd'hui, nous, médias français, dans un contexte qui est très international face à des plateformes américaines comme Netflix, qui dépensent, eux, des milliards dans leurs programmes, et que finalement, face à ces mastodontes, avec nos 13,2 millions d'euros, on arrive à se faire une place dans le quotidien des jeunes. Ça nous importe beaucoup. Alexandre l'a dit, c'est faire du commun, mais c'est aussi créer de la conversation, d'être présent. J'ai voilà. une petite question, si vous me permettez, là-dessus rapidement. Au niveau de vos recettes, donc bien évidemment, vous avez ces 13 et quelques millions, mais est-ce que, comme le grand frère de France Télévisions, où apparemment il y a 15% de recettes qui arrivent d'une publicité qui n'est pas si... Est-ce que vous aussi, de par votre média, vous avez des recettes annexes en dehors de la dotation qui vient de la maison mère ? Et si oui, comment et combien ? En tout cas, il y a de la publicité sur les contenus de Slash. Je ne saurais pas vous dire la part que ça représente dans l'ensemble des contenus des recettes publicitaires. C'est plus pour avoir une idée des leviers que vous pourriez utiliser. Donc c'est des leviers effectivement qui font partie, qui apportent au financement, d'autant plus que ce sont les 18-30 ans sont des publics particulièrement recherchés par les annonceurs, donc il y a un intérêt à être sur eux. Peut-être en précision... c'est dans les 13 millions ? Non, je suppose sur que le, c'est sur le budget, ouais. En précision sur le budget, la part de ce budget qui est dédié au contenu natif, donc qui ne vient pas financer des programmes, donc qui se compare plus à l'offre de nos concurrents, c'est autour de 8%. De ce budget de 13 millions pour financer les contenus natifs sur les réseaux sociaux et l'ensemble des publications. Je vous laisse une dernière intervention et je vais être obligé de suspendre. Allez-y. Non, mais pardon, c'était juste pour rebondir effectivement sur ce point. Je ne sais pas quels sont les concurrents avec lesquels vous pouvez nous comparer. Si on fait référence à des médias sur les réseaux sociaux qui sont effectivement devant nous, les budgets que vous annoncez me semblent relativement... on va dire sous-estimé. Si on prend les très gros médias sociaux, je vais pas les citer, mais ils ont des équipes qui sont extrêmement importantes. Si on prend un Brut par exemple, qui fait beaucoup d'informations, ils ont énormément d'équipes. Si on prend un Combini qui a été vendu il n'y a pas très longtemps, il y a eu une restructuration et beaucoup de licenciements aussi. Donc je ne sais pas sur quelle base on regarde, mais nous, comme vient de le dire Tiffen et l'avait rappelé Amandine, les 13 millions sont pour faire un ensemble de contenus, la partie native vraiment sur les réseaux TikTok, Instagram, etc. C'est moins de 8% de ce budget. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. D'accord. Ces chiffres sont difficiles à trouver pour nous parce qu'ils sont noyés. Que diriez-vous de la trajectoire de ces 13 millions ? Elle est plutôt stable, on vous donne plus de moyens, malheureusement vous êtes resserré parce que la tendance est à la baisse. Que pourriez-vous nous dire là-dessus ? En quelques mots Alors, il est globalement stable. Alors, fonction des années, des projets, voilà, ça peut fluctuer, mais il est globalement toujours aux alentours de 0,5-0,6% du budget total de France Télé. Voilà, donc il était de 16 millions en 2024, il est de 13 millions, voilà. Voilà, ces 16 millions, ils datent d'il y a 2 ans, voilà, et là on est à 13 sur 2025. Donc voilà, grosso modo, mais ces fluctuations, elles sont liées parfois à des décalages d'exercice. Voilà, donc c'est des 3 millions qui glissent, mais globalement on est... Vous diriez stable. Voilà. Écoutez, je mets fin à cette audition, on est désolé, on a d'autres malheureusement impératifs qui n'étaient pas prévus. Je tenais à vous remercier pour le fait que vous soyez revenus nous voir, et voilà, je lève la séance. Merci beaucoup, messieurs, dames. Vous pouvez soutenir la chaîne Hémicycle en utilisant le bouton « Rejoindre » qui se trouve sous la vidéo pour un abonnement sans engagement à 2,99 € par mois. Vous pouvez également utiliser le bouton « Merci » pour un soutien ponctuel. Votre aide nous permet de financer les nombreuses heures de recherche, le travail éditorial et de mettre en lumière des séquences que les grands médias ne montrent pas toujours. Merci pour votre soutien.